Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors vous le savez, j'adore m'inspirer des meilleurs investisseurs et un des bons moyens pour ça, c'est de lire les lettres que publient leurs fonds. Alors certaines des lettres vont être annuelles, d'autres vont être trimestrielles et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un super moyen de comprendre comment fonctionne, quelle est leur philosophie d'investissement, comment fonctionnent ces fonds-là. Alors ça va bien sûr de la lettre de Berkshire Hathaway qui est publiée de manière annuelle, mais je vais lire aussi les lettres de Giverny Capital, de Sequoia, de Markel, de Fundsmith, de Dundofon, Oaktree, Third Point, etc., etc. Il y a toute une liste de fonds comme ça dont je vais lire les lettres régulièrement. Et en fait, tous ces fonds ont un petit peu la même philosophie d'investissement, c'est-à-dire qu'ils vont investir dans des entreprises de qualité avec des avantages compétitifs et qui vont réinvestir leur cash flow avec le maximum de rendement. En fait, ils ont une philosophie qui est assez proche de celle de Warren Buffett. Il y a toute une galaxie de fonds comme ça qui est qui a comme mentor Buffett, et c'est aussi pour ça qu'il communique beaucoup, parce que Buffett ayant l'habitude de beaucoup communiquer, ces gens-là sont aussi des gens qui vont faire beaucoup de pédagogie et qui vont expliquer régulièrement à leurs investisseurs leur philosophie. C'est pas du tout à la Madoff où on vous fait gagner de l'argent mais on vous explique surtout pas comment. Et je lisais hier la lettre de Akre Capital. Alors désolé pour ma prononciation, hein. Akre ça s'écrit A-K-R-E si vous cherchez des données sur internet. C'est un fonds qui était anciennement géré par Chuck Akre, qui est un investisseur de légende, qui est aujourd'hui géré par Chris Serroni et John Neff. Et en lisant leurs lettres, j'ai été choqué. Mais pour comprendre pourquoi j'ai été choqué, il faut comprendre que ce fameux fonds Akre Capital fait partie de ces fonds, dont j'en ai mentionné certains, qui ont fui Wall Street. En fait, le but, c'est de fuir les tendances et les rumeurs, tout comme j'avais parlé déjà d'un investisseur qui s'appelle Guy Spier et qui est parti à Zurich et ensuite un peu plus loin de Zurich pour échapper donc à Wall Street, aux rumeurs, etc. Et donc ce fonds Akre Capital s'est installé à Middleburg, une petite ville de Virginie, justement pour éviter tous ces buzz de Wall Street. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ce fonds, et Chuck Akre en particulier, sa philosophie, vous pouvez lire l'excellent article de Tommy Douzièche, dont je vais vous mettre le lien en commentaire et qui a été publié sur Zone Bourse. Mais bon, vous voyez l'idée, on parle de fonds long terme, vraiment à l'opposé des modes de Wall Street. Donc je lis leurs lettres, ils expliquent qu'ils ont très légèrement sous-performé l'indice américain en ce début d'année 2023 et que tout ça est dû au buzz autour de l'intelligence artificielle, et notamment à 7 actions liées à l'intelligence artificielle qui ont tiré les indices vers le haut. Et là, ils se mettent à se justifier. En fait, ils expliquent qu'ils n'ont aucune de ces 7 actions, non pas parce qu'ils ne croient pas dans l'intelligence artificielle, ou bien que ces 7 sociétés ne vont pas en profiter, mais qu'ils préfèrent investir dans des sociétés qu'ils comprennent bien et qu'ils vont acheter à un bon prix. Et là, d'ailleurs, ils parlent d'NVIDIA en expliquant que la valorisation est très élevée, etc. NVIDIA qui fait bien sûr partie de ces 7 entreprises. Et puis c'est là où ça commence à tourner un peu bizarrement. Parce qu'ils se mettent à expliquer comment les sociétés qu'ils ont en portefeuille vont profiter de l'intelligence artificielle. Alors ils expliquent comment Mastercard et Visa vont en profiter, American Tower, Moody's, Karl Marx, etc. Et là je me suis dit, mais pourquoi se justifier ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui leur prend en fait ? Pourquoi faire croire qu'ils sont investis dans ces sociétés aussi à cause, ou plutôt grâce à l'intelligence artificielle ? On connaît leur type d'investissement, ce sont des gens qui investissent dans des sociétés de qualité qu'ils essaient de payer pas cher. C'est évident qu'ils ne vont pas se précipiter sur du NVIDIA qui se paye 200 fois les bénéfices à l'heure actuelle. Pourquoi ils se justifient ? J'ai vraiment en fait été très déçu et choqué de lire toutes ces justifications. Et j'ai trouvé que ça devenait lunaire quand ils se retrouvent dans leurs lettres à expliquer que Karl Marx, donc l'une de leurs positions, qui est une chaîne de revente de voitures d'occasion, a lancé un assistant virtuel doté d'une IA pour guider les acheteurs en ligne tout au long du processus d'achat d'une voiture. Ok, Karl Marx utilise peut-être dans un petit bout de son process de l'intelligence artificielle, mais c'est évidemment pas pour cette raison qu'ils ont acheté Karl Marx, et c'est pas non plus ce facteur-là qui va faire exploser la valeur de Karl Marx dans le futur. Et là, j'ai vraiment trouvé ça, comme je le disais, lunaire, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils justifient leur position dans Karl Marx, par exemple, en expliquant que c'est lié par une petite ficelle à l'intelligence artificielle ? Et en fait, quand je parais choqué en me disant « mais pourquoi vous vous justifiez ?» je suis à moitié choqué parce que je connais exactement la raison pour laquelle ils se justifient. Et la raison, c'est qu'ils ont des clients.
Et les clients, quand on est gérant de fonds, ils ont la mauvaise habitude de passer un coup de fil, envoyer un mail ou un message en disant vous avez vu, vous sous-performez l'indice en ce moment, vous n'avez toujours pas d'action dans l'intelligence artificielle, vous faites n'importe quoi, vous ratez le train de la nouvelle révolution technologique, vous auriez dû avoir du Nvidia, et puis petit à petit ça va même jusqu'à vous êtes has-been, vos méthodes ne marchent plus, je sors du fonds, etc., etc. Et se justifier, c'est la première étape. Mais le pire, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire qu'au moment d'acheter ou de vendre un titre, vous allez commencer à vous dire « mais que vont penser les clients si on achète ce titre ? Ils vont se dire que c'est pas de l'intelligence artificielle, qu'on aurait dû acheter tel titre. Si on vend celui-là, ils vont penser que, etc. etc. » Et donc, avec le temps, fini l'indépendance de pensée. On n'achète plus parce que c'est la meilleure opportunité du moment. On rajoute un filtre. Que vont penser les clients ? Comment je vais pouvoir le justifier ? Etc. etc. Et peut-être que en tant que particulier, vous pensez que ce genre de comportement ne s'applique pas à vous, que c'est vraiment lié aux professionnels qui ont des clients et donc qui doivent se justifier, mais c'est pas vrai du tout. En fait, le fait de devoir se justifier, le fait de rajouter un filtre, que vont penser les personnes extérieures de mon portefeuille, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Déjà, ça arrive dès qu'on commence à parler bourse avec d'autres passionnés et on le fait, je le fais, etc. On parle de nos positions et puis petit à petit, il y a d'autres personnes qui vont nous donner leur avis. Et là, ça commence déjà à mettre un petit verre dans le fruit. Et petit à petit, ça va vous mettre le doute sur certaines de vos positions, ça va vous faire envie sur des titres que vous n'auriez jamais considérés si vous étiez seul dans votre prise de décision, etc. Donc ça peut déjà commencer là. Et bien sûr, quand on discute entre passionnés de bourse, il y a très souvent les thèmes à la mode qui ressurgissent, donc bien sûr l'intelligence artificielle en ce moment, si vous parlez bourse avec quelqu'un, ce thème va ressortir aujourd'hui, et c'était le cas dans les années précédentes, à un moment il y avait le thème des énergies renouvelables qui sortait, le thème des véhicules électriques, le thème des cryptos, etc. Et comme le dit Acri Capital dans sa lettre, c'est pas que ces thèmes ne sont pas intéressants, c'est intéressant d'en discuter, et c'est des thèmes qui sont porteurs à très long terme, mais c'est juste que c'est pas quand ils font le buzz qu'il faut y aller. Donc, j'ai parlé ici des discussions entre passionnés, mais ça arrive aussi si vous investissez en couple. Dans ce cas-là, c'est encore pire parce que vous n'avez pas juste quelqu'un qui va vous donner son avis, etc. Vous avez un co-investisseur et vous êtes obligé de tenir compte de son avis. Et si vous n'êtes pas d'accord sur l'allocation, il est d'ailleurs beaucoup plus simple de gérer deux portefeuilles différents. Autant en immobilier, souvent on n'a pas le choix, mais en bourse, c'est très facile. Donc voilà, si vous avez un portefeuille boursier dans le couple, je vous conseille très fortement de le couper en deux et chacun des deux gère sa partie. Même si les portefeuilles sont un peu similaires, ça donne beaucoup de liberté et c'est beaucoup mieux. Mais l'interférence de personnes extérieures sur notre indépendance de pensée, justement, peut même commencer quand on poste son portefeuille ou certaines de ses positions sur les réseaux sociaux. Vous allez commencer à avoir des commentaires, etc. Et puis même le fait de poster vous fait peut-être avoir un petit filtre à nouveau avant de poster en disant « Oui, mais là, est-ce qu'on ne va pas se moquer de ma position en un tel qui a perdu X%, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je la vende parce que je n'ai pas envie de la montrer ?» Enfin bon, bref, voilà. Et donc ça peut déjà commencer là. Et quand on est particulier, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie, mais on a un énorme avantage par rapport aux professionnels, le fait justement de ne pas avoir de clients, de pouvoir faire ce qu'on veut, d'avoir cette indépendance de pensée, parce que même si les gérants et les meilleurs gérants du monde, là je vous parle d'un fonds qui est vraiment parmi les meilleurs, avec une philosophie qui est relativement spéciale et connue de ses clients, les clients qui investissent là-dedans, ils savent très bien qu'ils sont pas en train d'investir dans un fonds de Cathie Wood et dans un fonds qui va surfer sur les dernières tendances. Donc même ces fonds-là se font infecter par ça, en fait, par les derniers buzz. Donc vous, en tant que particulier, vous n'avez pas ça, sauf dans des cas que j'ai déjà cités. Et ça, c'est vraiment un avantage énorme. Parce que le fait, en tant que gérant de fonds, d'avoir les clients qui vont vous poser des questions sur l'intelligence artificielle, sur les dernières modes, ça va, comme je disais, infecter votre cerveau, votre prise de décision, et ça va vous faire penser beaucoup plus à court terme, ça va vous faire vous comparer à court terme aux indices, ce qui n'est pas une bonne chose, et donc ça va complètement changer votre philosophie d'investissement. Et d'ailleurs, c'est drôle, en faisant ce type de vidéo, ça me rappelle pourquoi j'ai vraiment pas envie de gérer l'argent des autres, l'argent pour compte de tiers. Dans l'idéal, on gère cet argent-là comme notre propre argent, mais dans les faits, c'est rarement le cas, justement parce que on va avoir les clients qui vont nous demander de nous justifier sur les performances à court terme. Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi si vous sentez, vous, une certaine interférence, que ce soit avec vos amis, vos proches, votre famille, etc., dans votre modèle de décision, ou bien si vous arrivez à être totalement indépendant, mettez-moi ça en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast, c'est très important pour ceux qui m'écoutent sur les plateformes. Voilà, et puis les likes font toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup pour tous vos soutiens et à bientôt pour une autre émission.